Le débat de ce Smart Impact, on parle stockage d'électricité avec Sylvie Perrin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avocate associée au cabinet de Gaulle-Fleurance et Corentin Machet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, associé chez Clean Horizon, pionnier dans le stockage d'énergie. Avec quelle solution? Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Oui, alors Clean Horizon, on fait du conseil en stockage d'électricité avec deux grands domaines. Le premier, c'est de la modélisation économique. Donc on fait des prévisions de prix parce que le stockage d'électricité, il gagne son argent sur plein de revenus différents, de la flexibilité, des marchés de gros, donc on va peut-être en parler un petit peu. Bien sûr. Et on a un outil qui permet de calculer les revenus futurs d'une batterie. Voilà. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on a un bureau d'études techniques. Donc on aide nos clients à designer des projets de stockage d'électricité. Voilà, où est-ce qu'on met les containers, combien on met de containers, quelle batterie on achète, comment on négocie les contrats, jusqu'à la réception sur site du projet. Avec un enjeu majeur dont on va beaucoup parler, l'enjeu du stockage. Sylvie Perrin, vous publiez là la 6e édition de l'Observatoire des transitions énergétiques. Ça porte sur cette question du stockage d'électricité. Peut-être on peut, pas seulement, mais peut-être on peut rappeler le principe de cet observatoire. Oui, alors l'observatoire, on l'a démarré en effet il y a 6 ans avec l'idée d'abord, on est un cabinet d'avocats très impliqué dans le secteur de la transition énergétique depuis plus de 17 ans. Donc on se disait, il faut qu'on ait un sujet que l'on regarde de façon transverse, aussi bien technique, d'où d'avoir les meilleurs spécialistes comme Corentin et Clean Horizon, mais également qui ont participé à l'observatoire, également les pionniers de ceux qui ont investi et produit du stockage en France, qu'on ait cet aspect-là, cet aspect à la fois technique, juridique, financier, mais qu'on le regarde sur plusieurs pays, parce que ces dimensions sont importantes pour pouvoir apporter quelque chose à nos clients. Donc on a fait appel à nos amis avocats en Belgique, en Angleterre, en Pologne, pour voir justement dans des pays où le stockage est plus développé qu'en France, pourquoi, comment et quelles sont les particularités. C'est intéressant d'avoir cet exemple pour faire évoluer notre marché également. Avec éventuellement quelques bonnes idées, bonnes pratiques à partager. Et cette question, alors qui peut sembler paradoxale, parce qu'il y a 2 ans, on était plutôt en pénurie, mais est-ce que la France produit trop d'électricité ? Non, pas du tout. Sûrement pas assez par rapport aux besoins qu'on en a et sûrement pas assez pour devenir autonome par rapport aux fossiles. Donc certainement pas encore. Il faut en produire plus. Il faut continuer à soutenir les ENR, les énergies renouvelables, quelle que soit la politique par rapport au parc nucléaire, parce qu'on a eu une politique qui est d'électrification. Donc il faut préparer le changement des usages, qui est lent mais qui continue à progresser, que ce soit les IRVE ou d'autres sujets. Donc en même temps, il faut aussi avoir des sujets, comment on va gérer l'équilibrage. RTE a annoncé qu'ils avaient 100 milliards d'investissements à faire, comment finalement le marché peut aider. Et Corentin et moi, on travaille sur ces sujets, justement, dans la flexibilité. Il y a notamment le stockage, qui est une des solutions possibles. Oui, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de ventes à prix négatif, enfin en tout cas qu'elles étaient en train d'augmenter, et que cette question du stockage, elle devient centrale. Est-ce que nos réseaux, ils sont... et notamment nos investissements en matière de stockage, ils sont adaptés ou suffisants par rapport à la montée en puissance des énergies renouvelables dans notre pays? C'est une bonne question. Nous, on pense que pour l'instant, il faut que ça s'accélère, le développement du stockage, parce que les signaux de marché dont vous parlez, donc le fait qu'il y ait des prix qui soient très bas, notamment pendant les heures où il y a de l'énergie solaire, montrent un besoin de flexibilité. Donc la grande question, c'est qu'est-ce que c'est que la flexibilité? Le stockage n'est qu'une partie de l'équation. Il y a aussi l'effacement, la demande et puis la production qui elle-même peut s'effacer. C'est tout le sujet des panneaux solaires d'ailleurs, c'est de pouvoir les baisser la journée si on n'en a pas besoin. Et donc du coup, le stockage en tant que tel vient apporter une partie de la solution. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, il y a 1 gigawatt de batteries installées aujourd'hui. Nous, on pense qu'il y aura 6 gigawatts installés en 2030 à Clean Horizon. Donc c'est quand même une croissance forte. C'est-à-dire qu'en 2030, on aura plus de stockage par batterie que de stockage par l'outil conventionnel aujourd'hui qui s'appelle du stockage par turbinage-pompage, qui est une technologie où on monte de l'eau dans des lacs. Donc la tendance change beaucoup de ce point de vue-là et on a besoin de beaucoup plus de stockage que ce qu'on a actuellement. Oui, on en aura moins qu'en Angleterre malgré tout, parce qu'ils en sont déjà à 5 fois plus, à 5 gigas. On en aura peut-être 6 en 2030, qu'en Angleterre on aura beaucoup plus. Oui, et voilà. Donc ça donne toujours intéressant de se comparer, parce que si on regarde le bilan prévisionnel de RTE sur la part des énergies renouvelables, elle devrait passer de 120 TWh en 2023 à 270 voire 320 TWh en 2035. Donc là, c'est la hausse de production des énergies renouvelables et des besoins, si j'entends bien ce que vous nous dites,
en stockage d'électricité qui n'ont pas été suffisamment anticipés, en tout cas à l'instant T, par les politiques publiques. Oui, certainement. Certainement qu'un soutien serait nécessaire, mais peut-être même avec un soutien limité, le stockage se développera quoi qu'il en soit, parce que le stockage, on le travaille de deux côtés. On peut le travailler du côté producteur, c'est un des modèles d'affaires dans lequel on va faire de la colocalisation sur des sites, c'est une possibilité. On peut aller aussi le faire côté consommateur, vous êtes chez vous et vous gérez votre consommation pour le stocker et pour éviter de surcharger le réseau. RTE est plutôt par rapport à d'autres entités dans les pays, d'autres pays européens plutôt bien organisés, mais ils annoncent à l'avance qu'ils auront besoin de 100 milliards quand même pour s'adapter. Mais c'est normal, les usages changent et on est de plus en plus nombreux. Et si on transforme complètement une économie vers l'électricité, il faut faire cette transformation-là. Donc il y a des sujets, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Les prix négatifs aujourd'hui sont contrôlés. Je veux dire, les banques s'intéressent à ça évidemment parce que ce sont potentiellement des pertes de revenus, mais on travaille aussi sur la valeur future d'une infrastructure d'énergie renouvelable parce que elle a quand même vocation à durer dans le temps. Bien sûr. Voilà, donc tous ces sujets-là ne sont pas inquiétants, mais il faut les gérer de façon alignée. Vous parlez de la modélisation économique. Comment vous intégrez cette dimension-là, notamment des prix négatifs, même si c'est pas c'est peut-être le cas majoritaire. Peut-être juste pour revenir sur le bilan prévisionnel de RTE que vous évoquez, ils ont fait plein de scénarios, donc effectivement pénétration du renouvelable, du nucléaire, et dans un des scénarios qu'ils appellent où il y a ce qu'ils appellent un bouquet de référence pour la flexibilité, donc avec du stockage, de l'effacement, il y a un besoin en 2030 de 6 gigawatts de batteries pour faire de l'équilibre offre-demande, c'est-à-dire vraiment pour gérer l'équilibre du réseau en temps réel. Et là, on est à 1 gigawatt et il faut rajouter à ça d'autres besoins. Donc, il y a ce qu'on appelle les services systèmes et il y a aussi des besoins pour gérer les congestions parce que les réseaux sont aussi congestionnés. C'est qu'il y a un sujet, c'est que les prix sont négatifs, mais il y a aussi qu'on a construit le réseau électrique pour acheminer à l'époque des grands points de production aux grands points de consommation d'électricité et nos modèles ont complètement changé puisqu'on est passé d'un modèle centralisé à un modèle distribué. Et donc il y a énormément de congestion sur le réseau électrique. Et donc on a un sujet aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à raccorder les énergies renouvelables et le stockage parce que l'infrastructure réseau n'a pas été pensée initialement pour le stockage et pour les énergies renouvelables. Et donc c'est là que RTE dit il faut 100 milliards pour adapter le réseau. C'est un montant qu'elle donne, elle ne le dit pas pour le demain, mais pour commencer à s'organiser et mettre en place ce qu'il faut. Mais en effet, comme Corentin le disait, finalement si on a 6 gigas, ça sera tout juste ce qui est nécessaire pour servir cet aspect-là et peut-être pas d'autres aspects. Donc il y a un intérêt à massifier également le stockage, à développer les technologies, puisque les technologies changent à chaque fois. Plus on massifie, plus on a des technologies intéressantes, plus puissantes, performantes, moins chères. Donc c'est un secteur qui se transforme. Et je repose la question sur la modélisation, parce que vous n'avez pas répondu en fait, parce que là je vois finalement que c'est à l'heure près, voilà, à minute près que l'électricité va être vendue à perte ou au contraire très cher. Enfin, Exactement. Donc le gros avantage des systèmes de stockage, c'est qu'ils sont hyper flexibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent 5 minutes à l'avance choisir s'ils se chargent ou ils se déchargent en fonction des signaux de marché. Donc cette flexibilité-là, elle est cruciale. Nous, on les modélise avec un outil qui fait du coup des dispatchs de la batterie, c'est-à-dire qui dit si on se charge ou si on se décharge, ou pas 15 minutes sur 25 ans. Et donc là, il faut qu'on ait des très bonnes vues de la volatilité de chacun des marchés. Et ce qu'on a vu sur d'autres marchés comme l'Allemagne, c'est que les signaux de prix très court terme, les batteries savent très bien répondre. Le temps de réponse d'une batterie, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est quelques centaines de millisecondes. Donc c'est très facile de charger ou de décharger. Et donc un marché qui va à la prix négatif, comme vous dites, 15 minutes, prix positif les 15 minutes d'après, la batterie, elle sait se charger 15 minutes et se décharger les 15 minutes d'après pour répondre aux besoins du marché. Donc c'est très versatile. Et en plus, on peut faire plein de services différents. C'est-à-dire qu'on a évoqué les marchés de gros, c'est-à-dire qu'on se charge, on se décharge. Mais aussi, on peut aussi vendre des services à RTE qui a besoin de stabilité sur son réseau. On a parlé un petit peu des gestions de congestion qui sont pas encore des revenus qui sont vraiment matures, mais qui vont arriver parce qu'on a ces problèmes-là et que les gestionnaires de réseau y travaillent. Oui, quand on proposera une solution à ces moments de congestion, forcément, elle sera monétisable, quoi. Voilà, exactement. L'enjeu, c'est de le monétiser aujourd'hui parce que les gestionnaires de réseau ont jamais eu besoin de proposer à des gens de les aider à gérer les congestions parce qu'historiquement, c'était leur métier. Et comment on résout ce problème historiquement? On construit des lignes. Sauf que construire des lignes, c'est quand même un petit peu compliqué, ça prend beaucoup de temps et ça coûte très cher. Et donc, on a envie, de lieu construire des lignes, utiliser des batteries ou de l'effacement sur le réseau pour faire tampon, en fait, pour faire des zones de tampon et dire les quelques heures où j'ai des congestions, en fait, l'infrastructure réseau en tant que telle est peu utilisée en moyenne et donc on peut utiliser une batterie pour faire tampon les quelques heures où il y a des congestions
et réinjecter l'énergie. Est-ce qu'il y a des solutions, vous disiez, on a regardé aussi ce qui se passe en Pologne, en Belgique, au Royaume-Uni, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des solutions à regarder? Il peut y avoir des solutions, il y a toujours des solutions fiscales, c'était le cas à la fois de l'Angleterre et la Belgique, puisqu'il y a eu deux modèles, le modèle où on avait des exonérations de TVA sur les batteries, notamment les petites batteries, ou bien d'avoir des exonérations de taxes sur le service de transport de l'énergie, ou bien on a aussi des prix minimums. Ça serait très utile en France. Alors on verra ce que donne le marché de capacité en 2026. On attend quand même des réformes. Mais ça, en Angleterre, ça a permis certainement de soutenir, puisque ça donne une sorte de plancher minimum de rémunération pour les producteurs de stockage, ce qui donne une visibilité aussi aux investisseurs qui les suivent. Il faut une sorte de guichet national pour ces solutions de stockage? Il le faut. C'est important d'avoir une politique publique cohérente par rapport aux besoins de l'État, des services, etc. Donc de mettre en place quelque chose qui permette d'atteindre les objectifs et qui soit en cohérence avec ce que veut RTE. Ça, c'est logique, oui, tout à fait. Ouais, un dernier mot sur les batteries de nos voitures électriques. Est-ce qu'elles pourraient rentrer finalement, je me souviens avoir reçu une ou deux fois des entreprises qui proposent ça, des bornes intelligentes, la capacité pour que finalement la voiture vienne prendre la charge de temps en temps ou la redonne quand on en a besoin? Oui, tout à fait. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Alors, il y a deux niveaux. Ça, le premier, c'est de faire de la charge intelligente. C'est-à-dire que vous choisissez juste quand charger votre batterie de voiture, ce ne sera pas à 18h quand vous rentrez du boulot, mais peut-être plutôt à 3h du matin. Et donc ça, c'est juste de la gestion de charge. Et l'étape d'après, encore un peu plus poussée, c'est aussi ce qu'on appelle du vehicle to grid, dont on parle depuis très longtemps, c'est-à-dire de dire, je vais aller plus loin, je vais utiliser ma batterie roulante quand elle ne roule pas et qu'elle est branchée pour se décharger sur le réseau. Parce que le réseau en a besoin à ce moment-là. Parce que le réseau en a besoin. Donc ça demande une infrastructure qui est un petit peu plus difficile à mettre en œuvre, mais qui existe et qui est prête technologiquement, qui a beaucoup d'enjeux parce que, imaginez, c'est-à-dire que votre batterie peut être déchargée si vous vous levez, vous avez besoin de votre voiture à 4h du matin, elle peut être plus vite que quand vous l'avez branchée. Alors, on n'a pas besoin de se lever à 3h du matin. Heureusement, il y a des choses intelligentes pour le faire au bon moment. C'est ça. On n'a plus besoin de le faire. Mais il y a une complexité accrue. Je veux juste dire par rapport à la gestion intelligente de la charge, mais on pourrait aussi imaginer le cas où je me charge plus tard. Je suis pas forcément. Enfin voilà, ça demande d'adapter un peu ses règles, et c'est évidemment on peut se garder un peu de charge. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.